Chers amis des 10e rencontres d'Espace Marx de Bordeaux, mon intervention a pour titre « La jeune Russie des soviets, paradis écologique », avec naturellement un point d'interrogation. J'ai publié, à l'occasion du centenaire de la Révolution d'octobre, un ouvrage préfacé par Pierre Zarka, l'ancien directeur de l'Humanité, sur les rêves de la jeune Russie des soviets. Le sous-titre de mon livre illustre davantage son propos, une histoire anti-productiviste du stalinisme. Ce livre renvoie dos à dos les analyses de droite comme de gauche, anti-totalitariennes comme nostalgiques d'une tragédie stalinienne qui n'a pas seulement tué des millions d'humains, mais jusqu'à l'idée même de communisme et contribuer, démonétiser en partie les outils du marxisme. Je ne pensais pas que cet ouvrage produirait autant de réactions haineuses du côté de ceux que j'appellerais le courant néo-stalinien. Je suis convaincu que rien ne sera possible mondialement à gauche tant que nous n'aurons pas soldé cette expérience en produisant notre propre critique, une critique encore plus forte que celle des droites, et à partir des outils du marxisme et du point de vue du communisme, et j'ajouterais de l'écologie. J'ai voulu montrer que la cause ultime du stalinisme ne fut ni la folie des hommes, ni les idées d'égalité, mais la foi béate dans le productivisme. Ce livre prouve également que les oppositions de gauche au stalinisme furent impuissantes dans la mesure où elles partageaient la même folie industrialiste. Ce choix productiviste fut dénoncé d'ailleurs dès les premières heures de la Révolution. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'on ne savait pas ce qui allait advenir. Ainsi, Maxime Gorky estimait dès 1917 que l'humanité mettrait longtemps à se relever de ce drame. Je cite, « On est en train de faire sur le prolétariat russe une expérience qu'il paiera de son sang, de sa vie, et ce qui est pire, d'une désillusion durable envers l'idéal socialiste. » Fin de citation. Cet avis prémonitoire était alors partagé par l'immense majorité des dirigeants bolcheviques. Le mensonge ne s'imposera que plus tard comme système de domination. On ne comprend l'échec de ce que fut l'expérience soviétique que si on prend le temps de faire l'inventaire de tout ce qui aurait été possible et de tous les débuts de réalisation. Le centenaire de la Révolution d'octobre est donc pour moi un prétexte pour ouvrir le caveau de toutes ces tentatives avortées, et ceci sur tous les fronts, économique, politique, social, culturel, psychologique, urbanistique, architectural, sexuel, religieux, artistique, pédagogique, militaire, policier, syndical et même vestimentaire. Et j'ai choisi de consacrer un chapitre spécifique à chacun de ces fronts pour montrer que c'est sur l'ensemble de ces thèmes que la ligne productiviste finira par l'emporter et aboutir à la tragédie que sera le stalinisme. Le lecteur d'aujourd'hui ne pourra bien sûr qu'être surpris qu'au corps même de la Grande Guerre, puis de la guerre civile, et avec l'entente, les meilleurs esprits bolcheviques se soient échauffés à imaginer un nouveau mode de vie, comme si la famine qui décimait la population
ne devait pas empêcher de parler de démocratie, de design, de sexualité, de pédagogie, de culture, et même, nous le verrons, d'écologie. L'ordre des chapitres dans mon livre n'est surtout pas une façon de hiérarchiser ces différents fronts. Anticipant sur la démonstration, j'avancerai que la victoire de la classe dominante, cette bourgeoisie rouge, peu importe comment finalement on la nomme, que cette victoire de la classe dominante qui prendra le visage du stalinisme, même si Staline ne fut que l'incarnation d'un national-bolchevisme, véritable idéologie de substitution, fut d'abord le résultat d'une conception autoritaire de la révolution, c'est-à-dire d'une peur des foules sans chef, en raison du choix de sacrifier le temps présent à d'hypothétiques lendemains qui chantent. Le stalinisme est le choix du productivisme au mépris de toute vie, au mépris de la reproduction des conditions qui permettent l'existence. J'ai donc consacré le premier chapitre de mon ouvrage à l'invention des nouveaux modes de vie, novibit, comme condition de l'émancipation. Le sort de la révolution d'octobre se jouera en effet largement sur ce terrain des modes de vie et partant de la conception de la vie bonne. Cette problématique embrasse l'ensemble des champs de la société, non pas seulement améliorer les conditions de logement, mais inventer des formes de logement communautaires, non pas seulement permettre l'accès des milieux populaires à l'école, mais supprimer les notes, les programmes, les inspections. Non pas seulement augmenter les salaires, mais supprimer la hiérarchie des revenus et leur caractère monétaire. Non pas seulement donner à chacun de quoi s'habiller, mais inventer des vêtements socialistes. Non pas seulement créer l'armée rouge, mais supprimer les grades et le salut militaire, etc. Cette quête des nouveaux modes de vie est en fait la continuation du vieux courant du socialisme utopique dont le grand représentant russe fut Nicolas Tchernychevski, 1828-1889, et l'auteur du fameux roman intitulé Koffer. Un roman qui, au XIXe siècle, en se référant ouvertement à Charles Fourier et à Robert Owen, décrivait le paradis socialiste lorsqu'il serait pleinement réalisé en Russie. Lénine sera très élogieux face au succès de cette fiction au point d'utiliser son titre pour rassembler en 1902 ses propres thèses. La construction du nouveau mode de vie était donc au départ l'enjeu essentiel de la Révolution. Et il est vrai que cette construction d'un nouveau mode de vie aurait pu être une arme efficace contre la bureaucratie stalinienne, car elle aurait mis en cause ses conditions d'existence elles-mêmes, en faisant primer par exemple les biens communs sur les biens privés, les communes de production sur les entreprises autoritaires et productivistes soumises au taylorisme, les communes de logement contre les hideux appartements communautaires. Mais les dirigeants bolcheviques, très vite acquis au productivisme, vont interdire progressivement toute initiative dans ce domaine, en réduisant d'abord la question des nouveaux modes de vie à celle de la morale. Celle de la morale au travail, puis celle de
la morale tsariste, ancienne, c'est-à-dire du retour aux anciennes valeurs. Maïakovski recommandera alors, dans un poème intitulé « Le Canari », d'étrangler ce volatile, alors très en vogue au sein des élites pour marquer leur pouvoir, avant que ce dernier, ce canari, n'étouffe le communisme lui-même. Ce symbole de l'oiseau en cage servira longtemps à dénoncer ce qu'on nommait le grand repli stalinien. J'aurais pu évoquer les tentatives pour naturaliser l'économie, c'est-à-dire pour passer au communisme tout de suite. J'aurais pu évoquer la libération sexuelle. J'aurais pu évoquer le choix de soutenir très vite l'Église orthodoxe contre les églises dissidentes, parce que l'Église orthodoxe avait le grand mérite d'être un appareil vertical, centralisé, autoritaire, à la façon finalement du parti et de l'État que l'on souhaitait construire. Je rappellerai d'ailleurs que les principaux bataillons qui ont participé à la Révolution étaient notamment recrutés au sein de ce qu'on appelait les sectes religieuses, notamment la communauté des anciens croyants, et de la façon dont Lénine prendra appui sur ces communautés religieuses pour développer les premières communes agricoles. J'aurais pu évoquer aussi les expériences pour mettre fin à l'opposition entre les villes et les campagnes, jugées spécifiques au capitalisme. J'aurais pu évoquer le choix du capitalisme d'État et l'adoption du taylorisme comme mode d'organisation des entreprises. Le choix du productivisme, le choix de l'autoritarisme s'est produit d'abord dans le domaine économique et non pas sur le terrain politique ou militaire. Et ce choix du productivisme et de l'autoritarisme a été fait à la demande expresse des dirigeants d'entreprise. Ces spécialistes, ces spécis, comme on disait, étaient pour l'essentiel issus de l'ancienne bourgeoisie tsariste. Le stalinisme est cette alliance entre un courant nationaliste et une fraction bolchevique. Ceux qu'on nommera les nationaux bolcheviques et dont la figure de proue restera longtemps Oustrialov. Lorsque Trotsky sera expulsé d'Union soviétique, il dira que c'est la victoire d'Oustrialov. J'ai choisi aujourd'hui de développer un seul aspect, celui de l'écologie. Je voudrais montrer que la jeune Russie des soviets fut entre 1917 et 1927 le pays du monde le plus avancé en matière d'écologie et de protection de la nature, avant que les purges staliniennes ne frappent tous les chercheurs et militants écologistes. Les écologistes figureront parmi les premières victimes des vagues de répression, notamment de 1933 à 1951. La jeune Russie des soviets bénéficie en effet d'une double tradition écologiste. Celle d'une partie de l'intelligentsia russe acquise, bien avant la Révolution, aux thèses environnementalistes, et celle des courants marxistes, bolcheviques, non voués au culte des forces productivistes. L'historien américain Douglas Weimer a montré dans ses travaux que Lénine n'est en rien comparable à Staline au regard de la question écologique. J'ajouterais que Lénine et Boukharine étaient beaucoup plus écolos que trotskistes. La jeune Russie des soviets a d'abord développé 3 disciplines écologiques. La phytosociologie, discipline scientifique née
avant la Révolution, avec les travaux de Mozorov dès 1904, puis de Korolenko, envisageant les différentes espèces végétales dans leur coexistence. La permaculture actuelle en est donc une très lointaine descendante. La biocénologie, qui est l'étude des communautés des espèces vivantes ou biotopes, et la dynamique trophique, qui étudie les flux d'énergie dans les chaînes alimentaires. Ce n'est donc pas par hasard que Vladimir Vernadsky, 1863-1945, considéré comme le père fondateur de l'écologie au sens moderne, soit en russe. Il sera l'inventeur du concept de biosphère qui permet de penser la Terre comme un organisme vivant et non plus comme une matière inerte à la disposition des humains et de leur activité économique. Ce n'est donc pas par hasard non plus que Baranov développe dès 1925 la notion de bioéconomie qui sera reprise plus tard par Nicolas Georgescu-Roegen, considéré comme l'un des pères du courant de la décroissance. Cette écologie bolchevique fut autant scientifique que sociale et politique. C'est sans doute le zoologiste Kozevnikov qui donna le mieux ce double ancrage scientifique et politique à l'écologie russe et bolchevique. Kozevnikov est un disciple du grand naturaliste suisse Paul Sarrazin, 1856-1929. Sarrazin était le président fondateur de la Ligue suisse pour la protection de la nature et du Comité international pour la protection de la nature. Sarrazin était non seulement un environnementaliste, mais un opposant virulent au capitalisme, adepte du socialisme. Et cette matrice marquera durablement les mouvances écologistes russes, puisqu'un certain nombre d'entre eux vivront durant plusieurs années autour de Lénine en Suisse. Kozevnikov deviendra ensuite l'avocat, avant même la Révolution, des parcs naturels totalement isolés, et de la défense des peuples primitifs. Son intervention en 1913, lors de la conférence internationale de Berne pour la protection de la nature, témoigne de cette double filiation. Je cite, « La même commission qui dit aux chasseurs « Arrêtez-vous, vous allez faire disparaître l'oiseau du paradis », doit pouvoir dire au colon qui met en joue « Arrête, tu vas faire disparaître l'homme primitif ». Fin de citation. 4 dirigeants bolcheviques seront plus sensibles à ces questionnements écologiques. Tout d'abord, Lunacharsky, dont nous reparlerons, le commissaire du peuple à l'éducation, Petrov, Teroganessov et Lénine. Lénine qui entretiendra toujours de bonnes relations avec les membres de l'Académie des sciences, notamment avec sa section des sciences naturelles, alors pétrie d'idées écologiques. Lénine, contrairement à beaucoup de marxistes positivistes, soutenait qu'il était impossible de remplacer les forces de la nature par le travail humain. Et preuve de son intérêt scientifique, mais aussi politique, pour les questions écologiques, il fera créer une quarantaine d'instituts de recherche durant la période de la guerre civile. Et la part du produit national brut soviétique, bolchevique, durant ces premières années de la Révolution, consacrée à la recherche dans ce domaine écologique, dépasse alors celle de l'addition de la totalité des autres grands pays. Lénine soutiendra, en 1926, la publication du célèbre ouvrage de Vernadsky,
biosphère. Le grand promoteur de l'écologie bolchevique restera cependant pendant plus de 10 ans Vladimir Lunacharski, le commissaire du peuple à l'éducation, qui doit souvent batailler contre ses collègues de l'agriculture, de l'industrie et des finances. Le dirigeant bolchevique le moins sensible à l'écologie est trotskiste, car dans ce domaine, son matérialisme reste très mécaniste et son marxisme se confond largement avec positivisme scientiste. Je peux citer quelques-unes des principales mesures en faveur de l'écologie prises lors des premières années de la Révolution. Entre 1918 et 1922, la jeune Russie des soviets prend en effet toute une série de décrets, de lois, qui vont indéniablement dans le sens de la défense de la nature. Une loi du 14 mai 1918 réglemente le déboisement en définissant le rythme soutenable d'une exploitation compatible avec le maintien des surfaces boisées. Une autre loi organise la lutte contre l'érosion des sols et traite de l'équilibre des bassins fluviaux et de la protection de ce qu'on appelle alors les monuments de la nature, c'est-à-dire les grands espaces. Une loi de mai 1919 en faveur de la protection de certains gibiers réduit notamment les saisons de chasse. Plusieurs décrets sont pris entre 1918 et 1922 pour protéger les zones de pêche et interdire l'exploitation prédatrice. Et je pourrais multiplier pendant longtemps ces exemples montrant ce souci écologique. Mais bien sûr, le gouvernement bolchevique est divisé quant aux priorités. Au milieu des années 20, il faut se souvenir que les ressources forestières constituent la principale ressource financière d'exportation de la jeune Russie des soviets et que l'exploitation des fourrures en constitue la seconde. C'est pourquoi on peut considérer que dans ce contexte, le courant écologique remporte une grande victoire lorsque le gouvernement adopte la loi du 16 septembre 1921 sur la protection de ce qu'il nomme les monuments de la nature. Et ce texte habilite le commissariat de l'éducation à créer à sa propre initiative des parcs naturels totalement isolés du monde. Podiapolski, agronome rattaché au commissariat d'éducation, se voit personnellement confier ce dossier par Lénine. Et il est assisté par l'astronome bolchevique Ter Organezov, président du comité scientifique. Et ils créeront ensemble le premier parc naturel au monde dans le delta de la Volga, un parc entièrement voué, nous dit-on, à l'étude des mécanismes de l'environnement et un parc voué à prendre des mesures pour rétablir les environnements dégradés. La période de la NEP ne remettra pas officiellement en cause ces objectifs écologiques, mais va bien sûr mettre en avant les besoins de la production dans le cas de ce qu'on appelle le capitalisme d'État. Mais chaque projet industrialiste, extractiviste, dirions-nous aujourd'hui, donne lieu encore à des expertises et à des contre-expertises, bref, à un débat scientifique et politique. L'Académie des sciences va instaurer en 1922 un nouveau bureau central pour l'étude des traditions locales considérées plus favorables au maintien des écosystèmes. Et c'est dans ce contexte que se créera le mouvement pour la conservation. C'est son nom, et qui sera le principal mouvement écologique bolchevique. Le commissariat du peuple à l'éducation fonde en effet en 1924
la société pan-russe de conservation en agrégeant des associations préexistantes. L'étude des traditions locales entend valoriser les modes de vie écologiques et la conservation signifie, je cite, le maintien en bon état des écosystèmes. Le commissariat de l'éducation reste donc largement à la manœuvre avec Lunacharsky en inscrivant par exemple la question de la conservation, c'est-à-dire de l'écologie, au cœur même des programmes scolaires et en organisant des grandes manifestations pour valoriser ces thèmes écologiques. Un exemple parmi des dizaines d'autres, le commissariat à l'éducation organise en 1923, à l'occasion de la grande exposition agricole, une présentation, je cite, de l'action destructrice de l'homme sur la nature afin de justifier sa politique écologique, notamment en faveur des parcs nationaux. Le ministère de l'Éducation mobilise également 45 000 jeunes naturalistes pour fêter le retour annuel des oiseaux et s'engager à les protéger. L'année 1925 semble marquer le retour en force de l'agenda écologique avec la fondation d'une agence gouvernementale dédiée, le Goskomitet, et cette structure, qui dépend toujours bien sûr du commissariat à l'éducation, se voit chargée de coordonner les programmes en matière d'écologie. La Russie passera ainsi de 10 000 km² de parcs naturels en 1925 à plus de 40 000 en 1929. Ce nouveau rapport de force favorable à l'écologie décidera Vladimir Vernadsky, déjà auréolé de gloire et donc devenu intouchable, à lancer en 1926 un cri d'alarme qui sera repris par l'ensemble des forces écologiques soviétiques. Je cite, « Les forces productives naturelles constituent un potentiel, mais elles sont indépendantes en composition et en abondance de la volonté et de la raison humaine, aussi centralisées et organisées soient-elles. Comme ces forces ne sont pas inépuisables, nous savons qu'elles ont des limites. Celles-ci peuvent être déterminées par l'étude scientifique de la nature et constituent, pour nos propres capacités productives, une frontière naturelle insurpassable. Nous savons maintenant que pour notre pays, ces limites sont assez étroites et n'autorisent, au risque d'une cruelle fracture, aucun gaspillage dans l'usage de nos ressources. » Fin de citation. Ce texte, naturellement, fait l'effet d'une bombe, car il est publié alors que se prépare le premier plan quinquennal de 1928-1933, premier plan quinquennal adopté sous l'égide des courants industrialistes et avec l'objectif d'accélérer l'accumulation primitive, certes sur le dos des paysans et non pas de la classe ouvrière, comme le revendique officiellement Preobrazhensky, mais comme le dénonce également Boukharine, mais premier plan quinquennal, adopté aussi au péril de tous les équilibres écologiques. Le commissariat du peuple à l'éducation se sent cependant encore assez fort pour lancer en 1928 une revue ouvertement écolo sous le titre « Conservation ». Et cette revue officielle, qui s'ouvre à des analyses assez hétérodoxes, comme le rôle du chamanisme en matière de définition des taux d'exploitation supportables du gibier en Sibérie, fait connaître en même temps de nouveaux concepts scientifiques, comme celui de biocénose ou principe de plénitude, signifiant que les communautés vivantes évoluent vers un équilibre où la compétition est réduite au maximum. Evgeny Kozevnikov présente également en 1928 ses thèses en faveur d'une critique radicale d'une démarche utilitariste dans les rapports avec la nature. Je cite encore,
développer une conception matérialiste de la nature, cela ne revient pas à calculer combien de mètres cubes de bois on peut extraire d'une forêt ou combien de dollars de peau d'écureuil il est possible de réaliser chaque année. Un peu plus loin, on lit « Prendre le contrôle des régulations naturelles est une affaire extrêmement difficile et grosse de responsabilité. Toute intervention de l'homme, même celle que nous considérons comme bénéfique, par exemple l'agriculture ou l'acclimatation d'animaux exotiques, détruit les conditions naturelles des biocénoses, de ce tissu de vie qui a évolué durant des milliers d'années d'interaction. On ne peut enlever un maillon isolé sans dommage. » Fin de citation. La victoire de Staline, ou plus exactement du courant productiviste, marquera naturellement le début de la grande offensive contre les écologistes. Cette offensive se fera en plusieurs temps. Dès 1928, on évoque naturellement, comme c'est devenu l'habitude, les origines bourgeoises ou petites bourgeoises des écologistes, afin d'affaiblir leur position politique et même scientifique. Et cette attaque est conduite au sein même de l'Académie des sciences par les partisans du philosophe Déborine, l'une des éminences grises de Staline. L'affrontement se produit autour des enjeux du premier plan quinquennal. Le premier clash sérieux concerne la question de la chasse aux phoques. Le plan quinquennal prévoit 350 000 prises annuelles à ajouter aux 200 000 prises norvégiennes, ce qui ferait 550 000 prises pour le million de phoques existants. Le deuxième clash concerne l'objectif d'augmenter de 60% l'exploitation des forêts. Les courants écologistes réclament des études d'impact. L'agronome Podiabolski attire l'attention des dirigeants sur les dangers d'une mécanisation trop rapide et systématique des cultures, car, dit-il, cette uniformisation des écosystèmes ruraux fragilisera l'agriculture. La science soviétique est en effet à l'époque assez férue en matière de connaissance des sols en raison des travaux pionniers du géographe Vassili Dokuchaniev, considéré comme le père de la science des sols. La réaction du camp productiviste stalinien sera particulièrement brutale. La société pan-russe de conservation est d'abord mise sous surveillance, sous prétexte qu'elle ne compte pas assez d'ouvriers, et la Pravda publie un texte accusant les écologistes de vouloir sauver la nature du plan quinquennal, ce qui équivaut à une accusation gravissime de sabotage. Le pouvoir impose en 1931, mais il lui a fallu attendre 1931 le changement du nom de l'association écologiste qui s'appelait Conservation et qui devient la Société pour la conservation et la promotion de la croissance. Le journal Conservation est débaptisé et devient Nature et Économie socialiste. Un nouveau responsable des questions écologiques est nommé en la personne de Vassili Makarov, lequel appelle à renforcer la concentration industrielle autour des gisements de charbon et de fer et à développer les exportations de ressources naturelles, donc l'extractivisme. Le philosophe Isaac Présent, devenu le penseur officiel de Staline, sera le principal adversaire, le principal ennemi des thèses écologiques. Je le cite. Pendant 12 ans de révolution, les savants soviétiques se sont enfermés avec dédain dans un parc naturel réservé à l'espèce menacée des scientifiques bourgeois. Fin de citation. C'est intéressant cette citation, parce qu'elle nous montre comment effectivement les savants soviétiques étaient alors majoritairement sur des postures qui étaient de nature écologique et auraient pu développer un paradigme économique ne reposant pas sur le productivisme. Stanchinski et les autres scientifiques écolos
seront arrêtés, tués dès 1934. Ils sont accusés d'avoir propagé l'idée, je cite, réactionnaire, selon laquelle il y aurait des limites naturelles à la transformation de la nature par la culture humaine. Fin de citation. Ce débat est encore aujourd'hui d'actualité. Je conclurai en disant que le stalinisme fut d'abord le choix du productivisme, et que ce choix du productivisme épousait naturellement la peur des foules sans chef. J'ajouterai que les oppositions de gauche furent impuissantes, car elles étaient le plus souvent encore plus productivistes, encore plus industrialistes que le stalinisme, d'où l'échec historique de ces oppositions.